Encore une présentation de la part de notre collaborateur Edson. Il va vous présenter deux espèces que Aquatis pense il faut les aider. Merci Edson. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Edson, je suis zoopédagogue et collaborateur pour les projets Naturicia Aquatis, donc c'est des projets de conservation. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une salamandre qui défie l'ordinaire et aussi d'une araignée, et les menaces qui pèsent sur elle et quelques petits messages clés. Alors, premièrement, si je vous parle de salamandre européenne, une salamandre qu'on a aussi en Suisse, vous pensez à quelle espèce? Quelqu'un dans la salle? La jaune et noire, ouais, la salamandre tachetée, exactement. Donc c'est la plus iconique, hein, avec ses belles taches. Donc elle a un peu une allure comme ça flamboyante, mais il y a une salamandre qui est beaucoup plus discrète en fait, qui a été mentionnée pendant une présentation qui s'appelle voilà, assez facile, hein, la salamandre noire. Donc elle est là, c'est la beauté ténébreuse, un petit peu gothique des salamandres. Donc cette salamandre, on la trouve dans les Alpes européennes, et puis on a aussi quelques petites populations isolées en Croatie, en Slovénie, et en Suisse, en fait, on a un grand effectif, donc un tout petit peu en dessous de 70%, donc en fait, on a une richesse à ce niveau-là, on a ce joyau noir en Suisse. Alors, cette salamandre, pourquoi est-ce qu'elle défie l'ordinaire? Bon, ça a déjà été mentionné, mais en fait, c'est une salamandre montagnarde. Donc elle peut vivre entre, ou plutôt disons que la majorité des individus ont été trouvés entre 800 et 2000 mètres d'altitude, donc c'est vachement haut en fait pour une salamandre. À titre de comparaison, la salamandre tachetée, on la trouve jusqu'à 1400 mètres. Donc il y a quand même une grosse différence, mais on voit quand même qu'il y a des zones où certaines populations peuvent se rencontrer. Et cette salamandre, pour la voir, eh ben, c'est pas toujours facile parce qu'elle est super discrète, même si elle a une couleur qui peut être aposématique, hein, donc qui peut effrayer certains prédateurs. Mais on la trouve par exemple eh ben, sous des amas de pierres, des troncs, des fois aussi entre deux failles. Alors, comment est-ce qu'elle fait? Elle a deux adaptations assez particulières qui lui permettent de vivre dans ce genre d'environnement. La première, aussi mentionnée, hein, les bébés naissent avec des membres. Généralement, les salamandres, elles vont amener leur bébé dans les cours d'eau. Et puis, c'est là que la métamorphose va se faire. Mais ici, la gestation fait que lorsque le bébé naît, eh bien, c'est une version miniature en fait, de la salamandre que vous voyez là. Et grâce à ça, en fait, elle est capable de s'affranchir de l'eau, ce qui la rend assez exceptionnelle. Deuxième adaptation, c'est la robe noire, en fait, qui permet d'absorber plus de chaleur. Alors en fait, cette salamandre, elle est un peu prise au piège par son propre mode de vie. Déjà, elle est considérée comme least concern, ce qui veut dire non menacée dans la liste suisse. Mais on va tout de suite voir, hein, puis on l'a déjà vu auparavant, que des fois, on a meilleur temps d'anticiper avant que ça devienne trop tard. Alors, une des menaces, bien sûr, c'est le réchauffement climatique. En fait, si les hivers deviennent plus chauds, le taux métabolique augmente aussi, et donc ça peut impacter le taux de survie de cette salamandre. Et puis les étés chauds font qu'elle va réduire en fait son activité, donc moins se nourrir, moins se reproduire, et du coup on peut aussi avoir un déclin à ce niveau-là. Et comme ça a déjà été mentionné, en fait, il y a des modèles qui ont été faits dans une étude qui montre que d'ici 2070, on va avoir un déclin spectaculaire dans les zones adéquates en fait pour cette salamandre. Donc on a meilleur temps d'anticiper, même si pour l'instant elle est considérée comme least concern, parce qu'en fait le statut IUCN change moins vite que ce qui se passe dans la réalité, bien sûr. Donc il faut aussi faire attention à ce niveau-là. Et bien sûr, n'oublions pas ce pathogène dont on a aussi parlé, ce pathogène qui s'attaque aux urodèles, donc aux salamandres et aux tritons, qui a son foyer actuellement en Allemagne, donc c'est la porte à côté. Et comme vous l'avez vu, hein, donc ça crée de sacrées mochetés, hein, des lésions, des bouts de peau qui partent, et éventuellement la mort.
Deuxième animal dont j'aimerais vous parler, cette fois, une araignée assez unique qui s'appelle l'argironnette aquatique. Alors je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle a déjà entendu parler de cette araignée. Elle est assez unique. Elle est capable de s'affranchir de la terre parce qu'elle vit dans l'eau. Donc elle a tout son mode de vie dans l'eau. Donc je vais vous montrer une vidéo et il y aura des petits sous-titres, mais je vais quand même parler comme ça, la traduction va pouvoir se faire dans l'autre langue. Alors les araignées se faufilent partout, y compris sous l'eau. Donc voici la seule araignée au monde avec un mode de vie aquatique. Et pour cela, elle utilise deux techniques. Donc la première, c'est la création d'une bulle d'air autour de son abdomen, qu'elle capture à la surface grâce à des poils hydrophobes. Donc elle peut ainsi se déplacer et chasser sous l'eau. Et son régime se compose de larves et de petits crustacés. Donc on voit aussi qu'elle a son petit rôle écologique, ou son grand rôle écologique, et le tissage d'une toile imperméable au fond de l'eau. Et en fait, cette toile, elle la remplit de bulles d'air. Et cette toile respire par elle-même, donc elle va récupérer de l'oxygène et relâcher le dioxyde de carbone. Donc, cependant, l'araignée doit parfois renouveler cette réserve d'air. Et dans cette toile, elle peut manger, se reproduire, pondre. Et les seuls moments où elle remonte à la surface, en fait, c'est pour récupérer de l'air et occasionnellement chasser. La majorité de sa vie se déroule donc sous l'eau. Et bien qu'elle ait toutes les caractéristiques d'une araignée terrestre, c'est l'argironnette. Donc la seule araignée totalement aquatique, connue à ce jour-ci. Alors cette slide, je vais la passer parce qu'en fait, c'était au cas où la vidéo ne lançait pas. Donc voilà, c'est quand même mieux d'avoir une vidéo que d'avoir des bullet points. Hop, la petite cloche. Et en fait, cette araignée, elle a une distribution assez large. Donc cette zone en rouge que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle l'écozone paléo-arctique. Et on la trouve aussi en Suisse. Et en fait, on la trouve dans ce genre d'environnement qu'on reconnaît tous, des étangs, des cours d'eau, des lacs plutôt calmes, généralement pauvres en nutriments. Et le problème, c'est qu'on connaît tous aussi la fragilité de ce genre d'environnement. Hein, c'est la sécheresse, la pollution également. Donc cette araignée, sur la IUCN Red List, elle n'existe même pas. Et en Suisse, on n'a pas de liste rouge pour les araignées. Donc c'est un petit peu dommage. Les araignées sont sous-représentées, il y a un biais, il y a beaucoup de gens qui ne les trouvent pas forcément très très belles. D'ailleurs à Aquatis, on essaie de faire un gros travail pour les faire plus apprécier, puis aider les gens à passer par-dessus cette phobie. Mais donc voilà, donc elle n'a même pas de statut, et pourtant en fait dans quelques années, elle risque aussi gros avec voilà, les circonstances actuelles. Donc en fait, le message clé de cette présentation, c'est vraiment d'anticiper avant que les choses ne deviennent... voilà. Donc, il ne faut pas attendre qu'un animal devienne vulnérable pour prendre des actions. Et puis, des fois, ce n'est pas juste les menaces directes, mais c'est indirectement ce qui se passe dans un pays voisin qui va être problématique. Donc, en fait, j'aimerais vous inviter, pour ceux qui ont un jardin chez eux, à considérer la construction dans ce qu'on appelle un hibernaculum. Donc un hibernaculum, qu'est-ce que c'est? C'est un drôle de nom. C'est quelque chose qui existe naturellement dans la nature, en fait. Donc c'est tout simplement des refuges dans lesquels des amphibiens, mais aussi des reptiles vont pouvoir se cacher en hiver, rester au chaud. Et il y a possibilité de simuler ça aussi dans son jardin. Donc voilà, il suffit juste de prendre ce que vous pouvez trouver, des branches, des bûches, des briques, des rochers. Et puis en fait,
L'idée, c'est de creuser un trou de 50 cm de profondeur, par exemple. Il faut que le trou soit assez profond. S'il est trop en surface, eh ben, avec le froid, en fait, les animaux ne seront pas isolés. Et puis ensuite, on ne le bouge pas complètement, parce que sinon, ça ne sert à rien de déterrer, hein, bien sûr. Mais on laisse des trous en mettant différents objets dedans. Et ces animaux, en hiver, vont pouvoir s'y réfugier. Et donc, ce qui est super aussi, c'est qu'on peut mettre de la pelouse par-dessus avec des fleurs, des plantes locales. Et ça aide aussi, ça va aussi aider beaucoup d'abeilles et de coléoptères. Donc, ce qui est génial, c'est qu'en été, au printemps, vous aurez justement ces hyménoptères, ces abeilles, ces coléoptères. Et puis, en hiver, quand il fait froid, des animaux qui vont venir se réfugier. Ça ne prend pas beaucoup de place. Et si vous êtes intéressé par cette idée-là, j'ai imprimé cette slide, je l'ai en français, donc vous pouvez passer et puis en prendre une. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Edson. J'ai vu, il y a déjà une question. Je viens vers vous. J'ai une question sur votre araignée dont j'ai oublié le nom. L'argyrodète. Voilà. En quoi est-ce qu'elle est plus en danger que les autres éléments vivants de ces marécages ou de ces marais? Je ne sais pas comment vous les qualifiez. Ouais, alors, pourquoi elle est plus vulnérable que les autres? Alors, c'est pas forcément qu'elle est plus vulnérable, mais c'est juste que vu qu'il y a un biais en faveur des fois de certaines autres espèces, on a tendance à oublier les araignées. Et donc, des fois, la conservation se focalise beaucoup trop sur les espèces et pas forcément sur les habitats. Et donc, si on oublie les araignées et qu'on se focalise sur d'autres espèces, eh ben, on passe à côté et puis elle n'est pas forcément protégée. Donc, l'idée, c'est aussi de protéger ses proies. Et ces proies qui se constituent des fois de petits invertébrés peuvent aussi passer à la trappe s'il fait trop chaud, s'il y a des sécheresses ou ce genre d'événements. Donc, mais vous avez tout à fait raison, les espèces qui sont inféodées aux marécages, aux étangs, aux cours d'eau sont elles aussi très menacées. J'ai juste une question générale pour ces salamandres alpines, parce qu'on a vu le problème avec l'Anzai de Franco, il y a le problème qui va arriver avec Atra, Pasubiensis qui est dans un écosystème minuscule, Aurorae qui est dans un écosystème minuscule qui est très menacé. En plus, ce sont des espèces pseudo-vivipares avec très peu de petits qui sont condamnés à moyen terme pratiquement avec le changement climatique. Et je pense que c'est le modèle idéal pour des conservations ex situ, en fait. Alors, je pense que Atra, Pasubiensis, Lanzai, enfin les quatre, c'est vraiment le modèle idéal de programme ex situ. Et on a l'exemple avec la sous-espèce de Trilton alpestre. Et je suis un petit peu surpris, en fait, qu'il y ait peu de proactivité pour ces salamandres alpines, parce que il n'y a pas besoin, je pense, d'être un grand devin pour se rendre compte qu'effectivement, en 2070, il y aura un déclin majeur, mais ça va aller beaucoup plus vite. Aurorae, ça va être très rapide. Pasubiensis, ça risque d'être aussi très rapide. Et là, j'en appelle surtout aux responsables de ces programmes de conservation. Je pense qu'il faut se dépêcher de faire de l'ex situ avec les salamandres alpines. Oui, tout à fait. Bonne remarque. Autre question? Quelqu'un? Autrement, merci beaucoup encore une fois, Edson. Et